Est-ce que tu voulais commencer direct avec mes expériences en Irlande ou? Ouais, c'est ça. On pourrait. Je serais curieux de savoir. Déjà, peut-être si on se remet encore plus en contexte. Donc, toi, t'as commencé les arts martiaux par le jiu-jitsu. Tu faisais surtout du gi, si je me souviens Oui. bien. Mhm. Euh, puis, à un moment donné, tu as commencé à t'intéresser davantage aux arts martiaux mixtes. Ou c'était ce que tu voulais faire à la base, mais c'était pas offert, je crois. Ouais, c'était plus une question je pense, de culture et de logique concernant la préparation d'un athlète pour les arts martiaux mixtes. Donc, souvent, les athlètes étaient recommandés de commencer par un seul discipline. Euh, donc, moi, j'ai mis mon focus sur au sol parce que quand j'étais jeune, j'avais déjà fait un peu de karaté, donc j'ai pensé ben pourquoi pas commencer avec l'art où j'ai aucune expérience. Puis, tu dirais que dans le club où tu t'entraînais, il y avait aussi du MMA Oui, ouais, ouais, qui il y était avait déjà offert. une équipe d'MMA. Dans ce temps-là, il y avait pas vraiment il y avait des combats amateurs, mais c'était moins populaire. Par contre, il y avait la promotion hybride à Gatineau qui était quand même assez populaire. Il y avait des gars comme Olivier Aubin-Mercier et Mandel Mello qui ont fait leur début là-bas. Mais ça reste que les combats amateurs, il y avait beaucoup moins d'emphase là-dessus. Il y avait beaucoup de gens qui passaient directement au niveau professionnel, vu qu'il y avait moins d'événements, le calibre était peut-être un petit peu moins haut, il y avait moins d'athlètes aussi. Donc, c'était très commun de passer direct au volet professionnel. Mais oui, je pense que surtout dans la région ici, fallait passer par soit euh, quelques combats de Muay Thai, kickboxing ou des tournois de Jiu-Jitsu. Puis pour la logique dans le temps, c'était vraiment pour avoir une base dans un art. Et je pense que je comprends la logique, mais je pense que qu'en réalité, ça serait mieux de juste passer directement par les arts martiaux mix et de garder la lutte et le striking couplés en tout temps. OK. Donc, est-ce que ce sont deux choses que tu as retrouvées lorsque tu es allé chez SBG, c'est-à-dire plus d'occasions de se battre amateur et aussi des cours qui étaient plus holistiques, là, qui venaient vraiment englober la discipline au complet? Ou est-ce qu'à ce moment-là, là-bas aussi, c'était pratiqué en silo, là, les différentes disciplines? Non, ouais. Donc, en Irlande, il y avait déjà beaucoup de cours spécifiquement pour le MMA. Les jeunes avaient la chance de commencer tout de suite avec des cours de MMA. Oui, il y avait des cours uniquement de striking et grappling aussi. Euh, il y avait du monde qui était spécialiste aussi, qui ont ensuite transitionné en MMA. Mais ce qui était intéressant en Irlande à SPG, c'est que il y avait déjà des amateurs avec seulement, c'est peut-être 2 ans d'expérience, où ce qui ont passé tout de suite avec de l'entraînement en MMA au lieu de juste tu fais ton striking d'un bord et ton grappling de l'autre, puis tu gèles ça ensemble plus tard. Donc ça, c'était bien à voir. Puis là-bas, toi, est-ce que tu avais déjà accès à des bons partenaires d'entraînement quand tu arrives dans le gym là-bas? J'imagine que Conor McGregor et Gunnar Nelson sont moins accessibles, peut-être. Ouais, Est-ce que tu ouais, avais. sont moins accessibles. Moi, je suis arrivé juste après la victoire de Conor contre José Aldo. Donc, il OK, venait ouais. tout juste de gagner le championnat à 145 et j'étais là pendant sa transition à 155. Il était censé de se battre contre Rafael Dos Anjos, mais Dos Anjos s'est blessé au pied. Puis là, on a eu le combat de Nate Diaz qui avait perdu. Donc, moi, j'étais là pendant ce temps-là en 2016. Euh, ouais, j'ai été assez chanceux. Je suis arrivé, j'avais envoyé un ou deux courriels avant d'y aller, juste pour être certain que je pourrais bien m'entraîner et que le gym était accessible.
et ça, c'était correct. Je suis arrivé et le jour même, j'ai essayé de prendre un abonnement, mais le côté admin au gym, fallait que fallait que je prenne rendez-vous avant de commencer à m'entraîner. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à payer des drop-in tout de suite. Je pense que c'était 20 ou 30 euros, juste en attendant mon rendez-vous pour bien prendre l'abonnement. Et après quelques jours, j'ai rencontré un coach qui s'appelait Chris Fields. Chris était un athlète en MMA aussi, un professionnel, qui était toujours actif dans ça là. Maintenant, il coach à temps plein. Puis il a son propre gym qui s'appelle Équipe KF. C'est Chris Fields et Tom King. Puis c'est un des meilleurs gyms en Irlande de ce que je vois et de ce que je comprends. Je suis la scène un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant là-bas. Mais ils ont J'imagine SBG, c'est un peu comme Tristar au Québec pour l'Irlande. oui, ouais, ouais. Chris Fields ne fait plus partie avec l'affiliation SPG, mais oui, SPG sont reconnus comme ouais, c'est comme le Tristar d'Irlande. Toi, quand tu t'entraînes là-bas comme combattant amateur, est-ce que tu as accès à John Kavanagh ou est-ce qu'il y a vraiment comme un genre de noyau dur, tu sais, compétiteur, ouais? Non, ouais, c'était intéressant. Donc, après quelques cours et avoir rencontré Chris Fields, puis il avait compris que j'avais un peu d'expérience, j'avais déjà environ 7 combats amateurs. J'étais pas mal prêt pour mon début professionnel. Euh, il m'a invité à faire des sessions avec lui puis sa gang d'autres combattants. Mais c'était pas des pratiques de l'équipe amateur et professionnelle suivie par John. Mais je pense que j'ai rencontré John quelques jours lors de mon arrivée et je lui avais demandé qu'est-ce que je devais faire pour montrer que je pourrais faire partie de l'équipe amateur professionnelle, où ce que les entraînements se passaient durant le jour entre les cours normales, comme Ouais, ouais. après les cours à midi, avant les cours le soir. Euh, et il m'avait dit que Chris Fields avait dit que j'étais bon, donc il allait m'essayer pour une des pratiques. Ça a tombé que c'était une pratique avec un focus sur la lutte contre la cage. Et moi, j'ai fait partie d'un gym où on n'avait pas de cage ni de mur. On n'avait pas de tapis contre le mur complet. Donc, j'avais fait comme la majorité de mes combats sans accès à une cage et avec aucune expérience en lutte contre un mur ou contre la cage. Donc, c'était assez difficile. Mes partenaires pour la session, c'était un gars avec 8 combats professionnels, puis un autre amateur avec d'une dizaine de combats amateurs. C'est une pratique difficile, mais John a dit que je me suis bien débrouillé, mais dans l'équipe. Euh, là, du lundi au vendredi, on avait des pratiques à 13 heures et c'était l'équipe amateur et professionnelle. OK. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait une très belle, très belle- l'équipe était forte, puis il y avait une bonne variété de gens aussi, tu sais, des jeunes amateurs, des professionnels avec des vingtaines ou même des quarantaines de combats. Il y a OK. du monde d'un peu partout à cause de la popularité de SPG. Il y avait du monde d'un peu partout en Europe. Euh, je pense que j'étais le seul Canadien, même peut-être le seul Nord-Américain à ce point-là. Mais ouais. Puis, tu dirais, qu'est-ce qui différenciait les cours, disons, destinés à l'équipe de compétition des cours, disons, plus grand public, outre le fait que les amateurs sont plus expérimentés, plus athlétiques? Est-ce que dans l'enseignement, tu remarquais des différences ou c'était juste des gars plus tough ensemble à ce moment-là? Je pense que la plus grosse différence, c'était vraiment I guess, les contraintes de l'individuel. Donc, quand on a une pratique où ce que c'est tous des amateurs, des professionnels, le niveau d'engagement est plus haut, le calibre est plus haut, le monde sont plus, un peu plus sérieux. Et, au niveau d'enseignement, vu que tu as des athlètes comme ça,
peux peut-être passer un peu moins de temps à, à essayer de motiver les gens ou de leur pousser parce qu'ils sont tous là, puis ils sont tous motivés, ils sont tous engagés dans leur parcours. Euh, et ça ressemble un peu moins qu'un cours tu sais, à l'heure du midi ou le soir, mais rien de fou, tu sais, c'était quand même des pratiques un peu plus traditionnelles, mais il y avait quand même une bonne quantité de, comme on dirait en anglais, tu sais, live work, tu sais, une pratique où ce que on, on fait du sparring et des Ok. situations et tout Puis, ça. puis dans quelle mesure la philosophie là, du fondateur SBG, là, le Aliveness, est mise de l'avant? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment présenté dès le début? Dirais-tu que c'était un club qui pratiquait de façon écologique avant l'heure? Ou est-ce qu'ils avaient quand même une dimension là, d'enseignement prescriptif avec des techniques isolées? Ouais, mon expérience, c'était quand même une pratique assez traditionnelle. Euh, Ouais. il y avait quelques images sur le mur comme des plaques et des posters, tu sais, des gros cards avec expliquant les théories de aliveness. Mais je dirais que c'est pas quelque chose qui était présenté. Ça faisait pas vraiment partie de la culture du gym. Je pense que la culture de SPG en Irlande, ils avaient leur propre culture. C'était vraiment une culture de combattants, du sport, et non, la tradition des arts martiaux, comme qu'on verra peut-être à un gym de, tu sais, karaté ou kickboxing ou quoi que ce soit. Mais le côté, programmation, organisation des entraînements, je dirais que ça ressemblait quand même à ce qu'on voit un peu partout. OK. Puis, juste peut-être dernière chose là avant de parler peut-être de ton retour au Canada. Je serais curieux de savoir s'il y a des trucs qui te sont restés là, des deux entraîneurs, donc Chris Mills puis John Kavanagh. Qu'est-ce qui peut-être distingue ou démarque ces entraîneurs-là, tu dirais, des autres que tu as pu rencontrer? Est-ce qu'il y avait des choses vraiment uniques par rapport à eux, des trucs qui sont restés avec toi? Oui, ouais. Je pense que moi j'ai commencé à un gym assez traditionnel, non seulement au niveau du pratique, au niveau culturel des arts martiaux. C'était vraiment comme en anglais on dit top down. Donc tu sais, le coach il est par-dessus toi, il y a comme une hiérarchie. Euh, on était euh, vraiment appris par ton coach, il sait ce qu'il fait, toi tu sais pas ce que tu fais. On veut pas questionner nos autorités. Euh, C'était un gym très fier de leur lineage aussi. Donc, c'est un affilié d'un gym à New York de Renzo Gracie. Donc, il y avait leurs athlètes et leurs coachs préférés. Puis, si t'aimais peut-être quelqu'un qui faisait pas vraiment partie de cette affiliation, euh, t'étais un peu comme un black sheep et t'étais dit comme ce- cet athlète-là, il est legit. L'autre est pas, ces techniques-là sont bons, ces techniques ici sont moins bons. Donc, c'était très, un peu plus militaire, je dirais. Puis, il y avait aussi le côté un petit peu plus comme une culte, mais je veux pas embarquer trop là-dessus, mais tu sais, c'était pas un environnement très ouvert au cross-training, ouvert à partager des techniques et apprendre ensemble et tout ça. Donc, rendu en Irlande, j'ai vraiment eu l'autre expérience où c'était plus ouvert de mon côté. Plus tard, j'avais entendu d'autres histoires et d'autres expériences, euh, notamment sans rentrer dans le drame ou gossip. C'est pour cela que Chris Fields ne fait plus partie de SPG. Il n'a plus de relation avec John Kavanagh. Mais bon, pour moi, c'était quand même souvent on voyage puis on a un choc de culture. Même là, pour moi, c'était pas, c'était moins le fait d'aller
de Canada en Irlande, c'était vraiment d'aller à un gym très traditionnel, très strict, et de passer à un gym qui était beaucoup plus ouvert à un entraînement vraiment basé sur le sport et la pratique du sport. Et des vrais coachs, des gros coachs qui étaient comme, pas pour dire des choses méchantes de mes premiers coachs, mais c'était plutôt des instructeurs. Ouais. Là, j'ai eu l'expérience de travailler avec du monde qui était plus engagé, puis plus ouvert à m'aider, notamment Chris Fields, qui était un très bon mentor pour le temps que j'étais là. Des entraîneurs plus capables de s'adapter là, aux demandes particulières des élèves, plutôt que l'instructeur qui présente, dans le fond, qui fait toujours un peu une certaine propagande Ouais, ouais. euh, dans le but, tu sais, de comment dire, d'accroître le prestige de la tribu, là. Puis, Mhm, en même temps, ce que je trouve dommage quand on fait ces critiques-là des gyms traditionnels, parce que je sais de quoi tu parles, c'est que, dans le fond, ce que je pense recherche, consciemment ou pas, c'est à développer un esprit de loyauté. Tu sais. mhm. Puis nous, comme entraîneurs, on veut ça quand même, cette qualité-là de nos élèves. Tu sais, quand on fait un tournoi comme Quintet, tu t'en vas dans une autre ville, tu arrives avec tes 5 compétiteurs, c'est un peu nous contre eux. Puis il y a certainement un certain tribalisme là, que moi j'encourage puis je veux entretenir. C'est juste que je veux pas que ce tribalisme nous rende fragiles. Donc, par exemple, on arrête de s'entraîner avec les autres, si on se confronte pas, si on n'est pas en train toujours de se mettre à la lumière de tous, on peut pas vraiment faire progresser notre discipline puis être dans une recherche de vérité. Tu sais. Donc, c'est comment cultiver, oui, un esprit de loyauté communautaire, même tribal, mais d'une façon où on se rend antifragile. Moi, j'ai le luxe d'être aussi dans un endroit où il y a une offre quand même limitée. Il n'y a pas 3, 4 clubs de Jiu-Jitsu qui ont développé une culture depuis 5, 10 ans puis qui se concurrencent. Tu sais. Donc, j'ai pu en quelque sorte imposer, je ne vais pas dire imposer parce que une culture, c'est pas quelque chose qu'on impose. Au contraire, c'est quelque chose qui émerge d'un groupe de gens qui interagit. Mais en tant quand même que fondateur de mon gym ou propriétaire, il y a quand même certains éléments non négociables que j'essaie de mettre en place à travers ma culture. Le premier élément non négociable pour moi, c'est la méthodologie. C'est le truc sur lequel je peux absolument ne pas plier. Ensuite, je peux plier sur plein d'autres affaires. Le choix de la musique qui joue. Je veux dire, les gens arrivent avec leur personnalité, leur responsabilité, leur disponibilité. Et naturellement, il y a comme un give and take qui se fait. T'sais. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, cette idée-là de quand même d'une loyauté qui serait saine, qui se développerait à travers une culture, que tu imposes dans une certaine mesure, mais que tu gardes assez ouverte pour que on tende toujours vers plus d'antifragilité. Oui, ouais, puis c'est un très bon point, puis c'est une bonne question. C'est pas une question qui est facile à répondre, je pense. Puis je pense que ce qui est intéressant dans ton cas, t'as vraiment la chance d'innover vu que tu sais, il y a pas t'as pas vraiment de compétition directe. Tu sais, il y a pas une douzaine de gyms dans ta région. Parce que pour moi, on est vraiment dans une région saturée. Il y a Tant qu'à moi, je pense qu'il y a peut-être trop de gyms, puis on va voir qui va survivre en 5 et 10 ans. Peut-être que j'ai tort aussi, peut-être que la demande est là, puis on verra. Juste tu sais, dans un radius d'environ 5 kilomètres, je pense qu'on est 5 gyms ici. Ah oui, Population de 90 000 personnes juste dans mon petit coin. mais la saturation, moi je dirais que dans les clubs d'arts martiaux qui ont une approche traditionnelle rigide, il y a une demande énorme, je pense, pour une pratique sportive plus écologique. Là. Je serais, en même temps, je sais que c'est une chance en quelque sorte, mais de pas avoir de concurrent direct, si je peux dire. Mais je veux dire, je ferais exactement la même chose si j'étais à Québec ou à Montréal. C'est-à-dire que je ferais tout pour essayer de me distinguer, pour montrer un produit qui est différent. Parce que à quoi bon, sinon la culture de ton gym, les gens qui se présentent, c'est juste genre une question de code postal. Genre, ils sont juste venus chez vous parce qu'ils habitaient proche. Qu'est-ce qui Mhm, les réunit réellement? mhm, Tandis que si. Fait que je crois vraiment que, je vais pas dire c'est comme un culte méthodologique, là, plutôt qu'un culte d'individu. Là. ouais. Mais tu sais, si tu peux déplacer la figure d'autorité ou comment dire, ce sur quoi il y a comme un consensus, on veut pas que ce soit des individus, tu sais, ou des athlètes, parce que les gens sont toujours imparfaits.
je veux dire, la réussite d'une personne, c'est c'est extrêmement personnel, là, tu sais. Mhm. Chacun doit chercher à devenir soi-même. Il n'y a aucun intérêt à vouloir imiter les autres dans un sport où tu gagnes à être différent, tu gagnes à aller au bout de tes propres capacités, de tes propres contraintes. Puis ça, je pense qu'une culture peut-être plus orientée autour de la méthodologie plutôt que de la tradition, ben ça crée cet espace de renouvellement, tu sais, tout en développant quand même une certaine loyauté. Il y a certainement une idée, nous autres, entre nous, tu sais, on a l'impression d'être un peu meilleurs que les gens qui pratiquent encore des techniques qui font des crevettes. Tu sais, ça rallie les gens. Je veux pas dire que, Ouais. je veux pas dire qu'on se moque d'eux à longueur de journée, tu sais, mais on se dit, Colin, quelle chance qu'on a à ne plus perdre notre temps à faire ces trucs qu'on sait inutiles. Oui, ouais, non, absolument, je suis d'accord. Et nous deux, on est dans des situations très différentes, puis toi, on fait quand même des choses très similaires malgré les circonstances ou l'environnement où euh, on retrouve. Euh, Moi, j'ai toujours voulu créer un environnement pour donner une alternative. Donc, le gym, c'est vraiment l'alternative tant qu'à moi, selon moi. On est un des seuls gyms exclusivement no-gi. On est un des seuls gyms qui a vraiment un focus sur le MMA d'abord et les autres choses ensuite. Et tous les autres programmes restent quand même assez reliés et fonctionnels quand il est temps de s'entraîner en MMA. J'ai essayé de créer des abonnements, un horaire qui garde ça en tête. Et il n'y a pas beaucoup de gyms dans la région qui fait ça. Donc ça me donne l'opportunité d'être en anglais on dit early adopter. Donc j'ai adopté ça plus tôt que peut-être d'autres gens. Puis la même chose avec la méthodologie, parce que j'ai tombé sur ça par hasard. Et l'autre chose que j'ai essayé de créer aussi, c'est un environnement où que je n'avais pas la chance d'avoir accès quand j'ai commencé. J'ai commencé dans une place plus stricte, plus organisée, plus militaire, plus loyauté par euh, Aveugle. aveugle et aussi par c'est quoi le mot? Fear. Euh, par peur. Puis je vais dire ça en anglais, peut-être que tu pourras me traduire, je suis désolé, mais euh, in the mob, you can rule by fear or by love. Puis peut-être que c'est un peu cheesy, mais je pense que, tu sais, quand tu as parlé de loyauté, je pense qu'on peut peut-être avoir et créer cette loyauté par, c'est un peu niaiseux, mais par amour, par désir d'être là, par tu sais, le vouloir de faire partie de l'équipe au lieu de juste je vais tu sais, oh, à mon coach puis je vais tu sais, j'ai peur de lui dire autre chose ou j'ai peur de montrer qui je suis parce que Ouais. faut vraiment que je fasse partie de cette équipe puis si je suis un peu différent je veux pas me faire attaquer tu sais. Donc je pense que on a cette chance de créer cette loyauté dans l'autre sens. Mais crois-tu qu'il y a des gens dans la société qui, au fond, recherchent cet environnement-là? Je veux dire, moi, ça m'est arrivé, je pense à 2 clients qui sont venus ici, tu sais, qui m'ont dit très clairement après leur cours, soit par courriel ou en personne, que c'était pas vraiment ce qu'ils recherchaient. Eux, ce qu'ils recherchaient, tu sais, c'était vraiment le côté discipline traditionnelle, le maître. On m'avait même dit, là, tu sais, je m'attendais à ce que tu fasses des sermons, tu sais. Et ils cherchent il y a des gens qui cherchent vraiment comme un genre de grand guide de vie spirituelle, je sais pas quoi, là. Et je veux dire, c'est vraiment à ça, je pense, à ce besoin qui existe en société que répondent beaucoup d'arts martiaux traditionnels. Tu sais. Moi, je me Ouais. suis souvent entraîné Mhm. dans des gyms communautaires à Montréal, tu sais, puis on partageait des salles avec des gens d'aïkido. Puis t'as vraiment l'impression que c'est comme l'offre qui répond à une demande, en quelque sorte, est complètement différente. Mais nous, comme entraîneurs, je pense que c'est un peu pour protéger sa culture, c'est hyper important parce qu'il y a la dimension économique là-dedans qui complexifie les choses, tu sais, parce que tu te dis, fuck, si je lui donne ce qu'il veut, il va peut-être rester, puis c'est un client de plus, puis, tu sais, mine de rien, on est des entrepreneurs, on a des familles à vivre et tout ça, mais faut que tu sois prête à perdre des clients pour protéger ta culture, tu sais.
pour garder un certain niveau de pureté par rapport à ce qui est pour toi un élément négociable. Après tout, c'est toi qui as parti ton gym, tu avais une certaine vision, tu voulais ton affaire, puis tu te dis, gars, tu t'aimes pas ça, va faire le tien. Greg Sardage, il dit c'est mon carré de sable, là, mon gym. Là. C'est mon expérience personnelle. Moi, je le vois vraiment comme ça aussi. Mais il y a Mhm. une dimension économique aussi. Puis, il faut que tu sois quand même têtu comme individu. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'est. Et donc, moi, j'ai cette qualité, je pense. Ça, c'est sûr que tu l'as aussi pour être capable de faire ça dans une ville où tu as beaucoup de concurrents aussi. Est-ce que ça se présente à toi, tu sais, le client qui voudrait quelque chose d'autre et qui finit par partir parce que quelquefois, tu peux pas compromettre tes idéaux en quelque sorte? Ouais, c'est clair que ça arrive. Ça fait presque 4 ans que je suis ouvert, donc j'ai plus d'expérience à m'organiser quand des situations comme cela émergent. Euh, ça me dérange pas. Comme si ils sont pas prêts ou ça leur intéresse pas, euh, tu sais, il y a des gyms à quelques kilomètres de moi où ils sont bienvenus de s'entraîner là-bas. J'aimerais mieux qu'ils restent avec moi, non seulement pour le côté économique, mais parce que je peux comprendre que quelqu'un qui est dans cette situation, qui veut ça, je pense pas au fond du cœur que c'est vraiment ça qu'ils veulent. Je pense que des gens comme ça, peut-être qui ont quelques expériences dans leur vie ou qui étaient plus traumatisés par quoi que ce soit, tu sais, on peut nommer un million de choses peut-être. Ou peut-être qu'ils ont eu des expériences négatives avec un parent ou un Ouais, professeur. des gens qui sont traumatisés par la confrontation, la violence, les dynamiques Oui, physiques. ouais, ou même juste le fait, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu un vrai guide dans leur vie et sont à la recherche infinie à trouver ce guide. Peut-être qu'ils ont eu un parent qui était pas vraiment là pour eux. Et maintenant, euh, c'est comme quelqu'un qui se fait euh, j'ai j'ai Un père substitue un parent une personne qui vient se substituer à un parent qui était manquant. Ou les gens se cherchent des figures d'autorité parce ils ont un manque sur le plan, disons, ouais, et des fois même par accident de l'éducation. on continue à chercher le mentor qu'on avait ou le modèle qu'on avait qui était peut-être pas nécessairement bon Ouais. pour nous, mais on cherche ses traits peut-être dans un coach ou au travail ou quoi que ce Ah, c'est soit. sûr. Je veux dire, on parle de ça, mais moi, ça, je perçois bien que je suis vu comme ça par beaucoup de mes athlètes, tu sais, puis je parle surtout des jeunes de 17, 18, 19 ans, tu sais, de voir un adulte qui gagne sa vie en faisant quelque chose qu'il aime, qui partage avec eux une passion, c'est sûr que c'est inspirant sur eux, tu sais, parce que mine de rien, les parents et les enfants font rarement les mêmes métiers, donc eux voient leurs parents, parce que c'est banal, mais là, lui, il gagne sa vie, il fait le truc que j'aime, je passe du temps avec, fait qu'on devient en quelque sorte des mentors, puis Oui. ou du moins, c'est tout à fait normal, je pense, quand tu as 17, 18 ans, de chercher des modèles chez des gens plus vieux pour pouvoir te projeter dans l'avenir, puis un peu te. Puis c'est ça. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi dans une culture qu'on espère qui va être saine, c'est que comme tu as des gens de tous les âges, puis un peu de tous les horizons sur les tatamis, ben l'attention n'a pas besoin d'être focalisée sur un seul individu. Tu vois, le jeune, par exemple, de 17 ans qui rentre dans la vie adulte, ben qui s'entraîne dans un club comme le nôtre, va avoir des connaissances, des interactions avec des jeunes plus de 12 ans, avec d'autres de 16 ans, avec des gars de 30 ans, 40 ans, des jeunes papas, des pères plus vieux. On n'a pas encore de grands-parents, là, c'est tatami, mais ça crée vraiment une culture où il y a plein de personnalités, d'âges différents, de milieux différents. Alors que les jeunes de 17 ans, quand ils sont entourés de jeunes de 17 ans aussi, des fois, ça prend un ou deux éléments qui les tirent par le bas, puis le groupe suit. Là. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de sain dans le fait de pouvoir choisir en quelque sorte ces modèles. Puis peut-être que dans l'approche traditionnelle, où il y a vraiment les entraîneurs ou les ceintures noires, puis ensuite les ceintures brunes, les ceintures mauves, etc. Puis ensuite les pères de la tradition, là, les Gracie originels, puis tout ça, ça crée un peu un effacement de l'individualité, puis toujours un regard qui est pointé vers les. C'est pas que Renzo Gracie est pas inspirant comme individu ou ne peut pas l'être, là, mais c'est un individu imparfait comme tout le monde. Puis Oui, c'est ça. Ouais. c'est un type qui a son histoire, là, c'est un Brésilien qui déménage aux États-Unis, puis tout ça.
Moi, un truc que j'ai à cœur aussi, je dirais qu'il est comme un élément non négociable dans ma culture, c'est l'aspect canadien-français, l'aspect de la langue aussi, tu sais. Donc, moi, je me suis toujours forcé à parler en français parce que je voulais que les jeunes francophones qui apprennent les arts martiaux dans mes cours soient capables d'en parler à leurs grands-parents, soient capables d'en parler aux gens Oui. autour d'eux, tu sais. Puis je savais qu'ils baignaient dans une culture anglophone sur Internet et que les termes anglais, ils finiraient par les apprendre eux-mêmes. J'avais rien besoin de leur enseigner parce que c'est la culture dominante. Mais je veux qu'ils soient capables de parler de leur sport s'ils vont donner une conférence dans une école secondaire ou ils sont interviewés à la radio ou ils parlent à leurs grands-parents, tu sais. Mhm. Bref, on parlait d'éléments non négociables, ça, moi, c'en était un, là, mais qu'au fond, je pense que c'était une contrainte productive qui m'a, un peu comme avec l'approche méthodologique, qui a contribué à développer l'avantage comparatif de mon offre, là, je peux dire, là, que ce soit maintenant comme propriétaire de gym ou lorsque j'étais à Montréal. Je sais pas comme ça. Est-ce que tu as d'autres éléments, disons, de comment dire, non négociables qui te viennent en tête quand tu penses à une culture que tu veux mettre en place ou que tu cherches à juste maintenir d'une certaine façon? Euh, ouais, je pense que peut-être euh, la première chose la plus importante, c'est d'essayer de créer un environnement où ce que je peux aider les gens à avoir une certaine autonomie pour qu'ils prennent en charge leur entraînement, qui en sorte ça m'aide à leur développer parce que quand on est deux ensemble à travailler pour aider un athlète avec leurs objectifs, c'est plus facile que juste si moi je pense à tout, puis il faut que moi j'essaie de résoudre les problèmes que je pense que c'est un projet comme impossible de toute façon. Mais ouais, pour créer cette autonomie puis créer l'aspect de l'individu qui fait partie d'une équipe, ça c'est important. Garder laisser aller les erreurs. Donc si je vois des athlètes en train de corriger un autre, il y a pas raison ou peut-être que ça transforme dans un petit mini séminaire de technique ou ce qui genre de ce qu'ils ont vu sur Instagram. J'essaie pas trop d'intervenir. Je comprends que c'est leur expérience. Si ça, je vois que ça nuit au développement de la session, peut-être même que je vois que ça amène trop de négatifs à, tu sais, si quelqu'un enseigne puis je vois que oh, ça leur rend pire qu'avant, je vais peut-être essayer d'intervenir de Ouais. façon positive pour dire hey, peut-être qu'il y a une façon plus facile à résoudre ce problème. Peut-être qu'on Ouais. peut résoudre ça tu sais, en s'entraînant et Ouais. quelque chose de même. Mais en même temps, je vais quand même leur laisser de l'espace pour faire ces erreurs puis pour essayer ces choses. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est cross-training, donc garder des liens avec d'autres gyms et encourager mes gars d'aller à d'autres gyms dans la région, hors de la région, hors du pays, s'ils ont la chance de même faire des connaissances dans d'autres gyms, puis leur ramener à notre gym pour des open mat ou même un cours ou juste pour leur montrer que tu sais, il y a plein de monde dans la région qui s'entraîne de ton âge, non seulement à notre gym, mais à d'autres. Et on a des open mat communautaires où ce que le seul la seule demande, c'est qu'il faut avoir un abonnement à un gym, n'importe quel, et t'es bienvenu à participer au open Ouais, mat. ouais, ouais. Ah, c'est bon. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est intéressant. C'est toujours en tout cas, un tiraillement interne pour moi que lorsque je vois des élèves en train de se coacher, là, c'est, Ouais, non, c'est clair. Ouais. j'interviens des fois, j'interviens pas. Ça dépend de la personne. Si j'ai l'impression que quelqu'un se fait chier. Parce que des fois, le truc, c'est que ça, c'est non demandé aussi, là. Fait que quelqu'un Ouais, c'est qui ça. voudrait s'entraîner, mais, il y a Oui. une ceinture plus avancée devant lui qui commence à le coacher. Peut-être qu'il vient d'un autre gym, puis tout. Fait que là, par politesse, il écoute. Ça me rend fou, là. Fait qu'il y a une couple de trucs que je dis, là, je dis, je vais le dire, puis pas j'essaie de le dire d'une façon où je m'adresse pas juste à la personne devant tout le monde, là. Je vais dire quelque chose comme, faites-lui ressentir, tu sais, faites-lui ressentir la position que vous voulez lui montrer plutôt que de lui montrer. Dites-lui quoi faire, mais dites pas comment faire. Je vais dire des trucs comme ça juste pour. Oui. Oh, ouais, non. Donne-lui une expérience. Ok, c'est correct parce que peut-être que, je sais pas, t'as vu une vidéo sur Instagram à la toilette ce matin, puis t'as envie d'essayer ça, t'arrives, t'es comme inspiré, puis t'as envie de l'agripper. Mais tu sais, agrippe, demande-lui de te laisser agripper,
fait-lui ressentir quelque chose, tu sais. Mais, le temps perdu, là. Je suis Ouais, comme non. obsédé, moi, je suis obsédé par le temps, là. Mhm. C'est la ressource rare par excellence. Donc, tu sais, si j'ai 50 minutes, puis je vois un élève qui s'entraîne 2 fois par semaine, puis j'ai l'impression qu'il est en train de perdre un 5 minutes parce que l'autre, souvent plus vieux, veut lui expliquer un détail. Je suis comme, ça, Ouais, puis pour ça, je suis d'accord, parce que là, ça nuit à l'entraînement de l'autre, puis c'est, comme tu dis, des fois, c'est souvent fait d'une façon où ce que la personne a même pas demandé, ouais, puis on peut apprécier que pour la personne qui a décidé de juste vomir toutes ces techniques ou tout ce qu'il a vu en ligne dans un instructional, euh, ça fait partie de leur trajet ou de leur expérience pour apprendre, mais faut puis ça, c'est correct, mais comme des fois quand j'apprends quelque chose de nouveau, tu sais, dans le domaine skill acquisition, je vais peut-être en jaser avec ma conjointe. Elle s'en fout, mais juste pour moi de juste communiquer ça avec quelqu'un qui comprend pas ça ou qui est moins intéressé, ça m'aide à apprendre aussi. Tu sais, je peux pas faire ça pendant qu'elle est en train de nourrir les enfants ou ce qu'on est à la table du dîner. Peut-être que si on est ensemble et on a un 10 minutes tout seul, là, c'est peut-être un bon moment, mais tu sais, je vais pas faire ça pendant qu'elle travaille. Puis c'est la même chose au gym. Tu sais, si je vois que ouais, quelqu'un fait ça pendant notre session ou pendant qu'ils sont en train de rouler puis ils arrêtent tout pour dire ça, c'est pas productif puis ça aide, ouais. ouais, ça aide pas. Tu sais, faut garder une bonne culture et maintenir la culture, mais je pense qu'on... Mais ouais. Non, c'est ça. Ben, non négociable aussi, ce serait, je dirais, tous les comportements risqués, là, aussi, ce que tu vas Hmm. prohiber. Euh, je veux dire, nous, on enlève les coups à la tête pour les débutants. Donc, ça, pour moi, c'est un non négociable important aussi, là. Parce que, je veux dire, en tout cas, plus tu as de responsabilités dans la vie, plus ça te frappe à quel point, genre, une blessure est un handicap qui a des répercussions multiples, là. Tu sais, Mhm. si toi puis moi, si toi ou moi, on se blesse, tu sais, à un point tel qu'on peut plus se déplacer, c'est la famille qui croule, c'est le gym, c'est les coachs. Je veux dire, ça a tellement de ramifications. À la limite, si t'es un athlète puis t'as juste à t'occuper de toi, puis tu vas te blesser dans une compétition sportive de haut niveau parce que tu considères que c'est peut-être un risque à prendre pour gagner. Je veux dire, c'est une chose, mais la grande, grande, grande majorité des gens qui s'entraînent ben, ont tout intérêt à préserver leur intégrité physique. Tu sais. Puis Mhm. comme on enseigne des sports de combat qui attirent principalement les hommes, puis les jeunes hommes en particulier, ben, il faut que tu combattes certaines tendances un peu, je ne veux pas dire à l'autodestruction, mais de l'homme à vraiment flasher son plumage de pan, tu sais, si je peux dire. Là. Les jeunes de 17, 18 ans, 19 ans, ils sont dans une phase de leur vie où ils ont les hormones dans le tapis, ils n'ont rien accompli encore dans la société, donc ils ont un accès assez difficile à la femme. Puis ils se tournent parfois vers les sports de combat pour se prouver, pour se développer comme homme, puis tu sais, acquérir une certaine forme de statut. Là. Il n'y a rien de plus primitif que ça, puis de plus fondamental à la biologie masculine. Mhm. Donc, ces gars-là qui sont dans la phase où ils veulent vraiment avoir le plus gros plumage, le plumage le plus magnifique possible pour attirer la femelle, ben, ils sont prêts à s'handicaper, tu sais. Puis toi, comme entraîneur plus vieux, dont la testostérone a baissé un peu, tu sais, que tu as pris un peu de recul, ben là, tu peux être comme, dude, calme-toi, fais-moi confiance là-dessus, là. Tes affaires vont se placer, tu vas rencontrer les bonnes personnes, puis tout ça, mais faut que tu te préserves un peu. Donc, ça, c'est un non négociable. La sécurité, plus ils sont jeunes, plus je suis intervenant. Et je suis toujours conscient aussi que mes membres ils ont plein de responsabilités, puis il faut que je les préserve. En Ouais, non, absolument. Ouais. tout cas, puisqu'on s'était dit là, qu'on terminerait vers 10h30, je te proposais que peut-être juste qu'on touche au dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Et dans le fond, l'accélérateur martial, le camp d'entraînement là, qu'on organise ici en fin de semaine, puisque ça te concerne en partie du fait qu'on va en organiser un ensemble cette année. On visait peut-être mars-avril, là, je t'en parlerai peut-être plus euh, personnellement, mais bon, je suis pas sûr encore de la date là, à cause des athlètes qu'on va inviter.
Mais bref, on va organiser ça ensemble. Puis en gros, l'accélérateur martial, c'est une formule ici qu'on fait là, depuis un peu plus d'1 an. C'est ce qui a remplacé la formule des séminaires traditionnels là, qu'on a fait quelques fois dans le passé, qui nous convenait plus là, avec l'approche qu'on a prise. Donc là, ici, il s'agit encore de faire venir des gars de haut niveau, mais pour s'entraîner avec eux. Puis les gars, ils viennent vraiment pour s'entraîner. C'est moi qui s'occupe de présenter des entraînements, puis d'être l'entraîneur. Donc, ils n'ont rien d'autre à penser là, pendant la fin de semaine que de se présenter puis d'essayer de faire toutes les rounds. Puis on fait 10 heures d'entraînement sur 3 jours. Moi, je m'assure là, de réunir des participants qui ont un certain niveau. Là. Généralement, je demande qu'ils soient ceinture de couleur au minimum, mais là, on a fait des exceptions cette fois-ci. Puis j'invite des gars qui sont, à mon sens, qui vont faire une bonne équipe d'invités. Fait que là, on fait notre premier camp d'entraînement en gi. En fait, je sais que tu connais Justin, Primrose de OAMA. Je sais pas, tu connais-tu Ethan Major aussi, ou tu t'es entraîné avec? Personnellement, mais je sais c'est qui, ouais. C'est un très bon athlète. Compétition, puis je l'avais trouvé vraiment excellent, calme, puis genre vraiment tout un compétiteur. Fait que j'avais vraiment hâte de pouvoir organiser quelque chose avec lui. Puis Thomas Paquette, c'est une ceinture bleue, il a 17 ans, donc c'est vraiment le plus jeune de la gang. Puis c'est vraiment la ceinture bleue, à mon sens, qui se démarque le plus là, en Québec, Ontario, assurément, je ne pourrais pas dire nécessairement à travers le Canada, mais c'est une ceinture bleue là, vraiment qui se démarque, qui gagne des compétitions aux États-Unis. Et c'est la seule personne dans le circuit local qui a battu Marc-Olivier Savard, qui est probablement un de mes athlètes les plus prometteurs aussi. C'était affronté les deux il y a à peu près 1 an. Puis Thomas a battu Marco a beaucoup moins d'expérience, puis j'avais vraiment envie qu'il puisse s'entraîner, disons, de façon extensive avec lui là, pendant quelques jours. Donc, les deux jeunes, ils vont être des bons rivaux en fin de semaine. Là. Puis, j'en ai une couple d'autres jeunes aussi là, qui l'ont un peu tous dans leur mire. Fait que ça va être vraiment intéressant de les voir s'entraîner. Puis, ce qui est bien, là, je présente ça comme si c'était quasiment une ambiance de compétition. Mais c'est juste comme ça au premier entraînement. Le premier entraînement, le monde arrive fébrile. Puis il y a beaucoup de tension dans l'air, puis c'est souvent un peu en mode compétition, surtout quand on fait les premiers rounds libres. Mais dès le deuxième entraînement, le monde n'a pas le choix de diminuer l'intensité, puis là, ça devient vraiment collaboratif. Là. C'est ce qu'on remarque à chaque fin de Ah, semaine. cool. Puis Intéressant. donc vraiment, le monde s'entraide, puis tout le monde progresse. Et là, comme j'ai des gens un peu plus vieux dans ce camp-là, j'ai une couple de gars de 40 ans et plus, je peux pas leur Ouais. demander de rouler 10 heures Ouais. de temps dans le tapis. Donc, je vais m'assurer de faire des jeux où j'essaie de réduire l'aspect de compétitivité. Donc, je vais faire des jeux sans conditions gagnantes, par exemple. Donc, des jeux continus avec du maintien de connexion. Beaucoup de connexions autour des hanches puis autour des épaules, menant à des clés de bras ou à des clés de jambes. Donc, je sais que Justin s'est fait taper en clé de genou, je pense que c'est en 2024 en compétition. Puis je pense que c'est un aspect vraiment sous-utilisé en gui, là, à partir de la ceinture brune. Tu peux attaquer les jambes en tordant une jambe puis en l'allongeant. Là. Donc, tu as des toe holds puis tu as des knee bars, juste qui permettent pas que tu pinces le talon, là, mais ça ne change rien si tu bouges les jambes de la même façon. Puis, ma façon d'approcher les clés de jambes en gui, dans le fond, c'est que je passe beaucoup à travers la demi-garde. Puis, je cherche à déconnecter les pieds du sol. Donc, c'est pas mal le cue que j'utilise le plus, là, disconnect feet from floor. Puis, ce qui est bien, c'est que depuis ce genre d'alignement-là, tu n'as quasiment jamais de reap qui émerge. Donc, j'ai pas besoin de dire aux ceintures bleues ou aux ceintures blanches, ah, attends, Mhm. ça, tu peux pas le faire. C'est tellement con, là, ce règlement-là. J'arrive pas à faire émerger la contrainte du reap. J'essaie plein de façons, là, mais j'arrive pas à le faire émerger de façon que les gens comprennent les ceintures blanches, les gens qui commencent. Là. Ça leur semble toujours très intuitif de passer par-dessus la hanche dès lors que tu les fais commencer avec les deux pieds entre les jambes. Mais si tu commences plutôt en demi-garde, puis tu manipules les pieds, puis tu lèves les jambes, tu vas chercher la cheville, puis tu l'allonges. Tu sais, Boucher-Chat finissait des clés de genoux dessus. Donc, je trouve ça très utile d'attaquer la structure depuis une demi-garde, en allant chercher les pieds, en allongeant la jambe, en la tournant. Puis, tu peux quand même utiliser les grands leviers des jambes pour renverser, prendre du dessus. Quand tu es sur le dessus en demi-garde, si tu peux casser la structure. Je vais leur faire... ils vont s'agripper les pieds pas mal. Ah, Puis, cool. j'ai 25 participants. Les 3 invités là, d'Ottawa, ils viennent aussi avec un jeune Darius Motic. On m'a dit que c'était une des ceintures bleues là, les plus qui promet le plus en ce moment. Là-bas, il se bat, je pense, à 145 livres. Apparemment, qui est super bon, le jeune, qui est dans le top 10 Wow. à IBJJF. Celui, je le connais pas, mais il va venir avec les gars. Dans le fond, j'ai 9 participants de 190 livres et plus.
12 participants de 170, 185, puis 8 de 145, 165. Fait que je vais avoir 3 Ah, c'est groupes. bien. Parce que, dans le fond, la raison pour laquelle on a fait cet accélérateur-là à cette date-là, on est en train aussi d'agrandir le gym, fait que ça arrive à un moment vraiment fou, là. Mais je tenais vraiment à faire un accélérateur mensuel une semaine avant les Europeans au Portugal, qui est une grosse compétition à BGGF qui va avoir lieu là, dans la semaine prochaine. Puis j'ai 3 élèves qui y vont, donc je voulais vraiment qu'ils aient Ah, ce ouais. camp-là pour y aller avant d'y aller. Donc, l'aspect préparation à la compétition est là, mais les 3 athlètes sont vraiment ont fait beaucoup de volume. Fait que l'intérêt, c'est pas de leur faire faire des rounds de premier point parce que ils vont se brûler là, si je leur fais faire trop de positionnel. Donc, ce que je veux d'une part, c'est qu'ils touchent principalement des corps de leur poids. Donc, ils s'habituent à déplacer et à bouger autour. Fait que c'est pour ça que je vais vraiment les faire travailler en groupe de poids. Là. On fait pas un entraînement d'absolute. Là. Puis, je vais leur faire travailler beaucoup sur juste la défense de soumission de façon générale. Le genre de truc qui va monter leur confiance en eux, puis peut-être les rendre peut-être plus aptes à prendre des risques lorsqu'ils se battent. T'sais. Mais j'ai pas envie de leur faire. Parce que le gros combat en Guy, c'est la force d'engagement pour passer la garde ou sweeper puis revenir sur le dessus. C'est là que ça se passe. C'est Mhm. là qu'on dépense le plus d'énergie. C'est là que des compétiteurs comme Ethan, Justin puis Thomas sont les meilleurs. C'est des gars qui vont être hyper durs à passer. C'est des gars qui vont être hyper tricky à juste garder au sol. Mais c'est des gars que si tu réussis à les bodylocker ou tu la rallonges le bras ici, tu peux les taper, tu sais, comme n'importe qui. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les compétiteurs, généralement, pratiquent rarement tout ce qui est late stage, si je peux dire. Tu sais. Ils pratiquent Ouais. beaucoup l'engagement. Surtout en Guy, c'est là que ça se passe. Tu sais. Donc, je vais leur faire pratiquer probablement ce qu'ils pratiquent le moins, dans l'espoir que ça va les amener à être plus détendus. Tu sais, parce que ils vont comprendre que l'issue de ces échanges-là, c'est pas représentatif d'un combat libre nécessairement. Tu sais. Non, c'est ça. J'aimerais que tout le monde puisse se taper un petit peu dans son groupe. C'est ça ce que je veux dire, là. Puis, mais il Ouais. va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de rendre libre, là, aussi. Mais, bref, ça, ce sont mes idées pour l'instant. Puis, c'est ça. Ce que j'aimerais beaucoup, oui, c'est ça ce que je dirais, c'est que en 2026, c'est un des trucs que j'aimerais vraiment mettre de l'avant, avec toi en premier, puis après ça, avec d'autres personnes comme Chris Alfar, c'est de proposer des camps d'entraînement collaboratifs où tu as, disons, 2 coachs qui se réunissent, qui peuvent chacun amener idéalement des élèves de leur côté. Mhm. Puis on s'alterne les entraînements. Genre, je participe à ton entraînement, tu participes au mien, ou les deux, on observe. Mais j'adore faire ça, voir comment les autres coachent. Puis qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu vois de la salle que moi je vois pas, vers quoi tu as envie d'aller. Puis entre les entraînements, on peut se parler aussi. Puis essayer de aller dans différentes Mhm. directions. Fait que ça, c'est un Oui, plan que j'ai ouais, pour absolument. 2026. Ouais, ouais, j'ai hâte à l'idée du projet. Je pense que ça serait très intéressant. J'en ai déjà parlé à certains membres au gym, puis sont partants. Cool. Mhm. Écoute, il est 10h20. Je pense qu'on pourrait continuer à en parler longtemps encore, là. Mais moi, il faudrait que je termine ça. Merci encore, Joey. Je ne vais pas te retenir non plus. Euh, Début d'année, est-ce que tu prépares une rentrée, là, des cours pour enfants qui commencent? As-tu une rentrée? Euh, ouais, ouais, on a résumé notre plage horaire habituelle cette semaine, revenant des fêtes. Donc, on a notre horaire normal, comme d'habitude. On regarde peut-être ajouter un cours pour ados euh, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Faut que j'en parle avec un membre qui est professeur à une école secondaire dans le coin. Ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais faire un cours comme tout de suite après l'école pour les ados de pancrace. Donc, juste MMA sans coup à la tête. Et je pense que ce serait une bonne démographie pour essayer ça. Euh, ouais, j'espère que ça va fonctionner. L'autre chose que je vais essayer d'ajouter cette année, c'est des cours parents-enfants parce que mon plus vieux a 4 ans. Donc, j'ai dit pourquoi pas commencer avec mon propre enfant et peut-être essayer quelque chose comme ça. Sinon, c'est pas mal, je dirais, business as usual. On a nos cours de MMA, de grappling, striking. On a des cours pour enfants du lundi au jeudi, plus les samedis. On a des 3 open mat communautaires vendredi, samedi, dimanche. Euh, et on n'a rien de booké côté combat en ce moment. Peut-être
quelques combats au mois de février. J'ai quelques athlètes musulmans qui font le Ramadan, donc ils vont essayer de se battre soit avant que ça commence en février ou après. Et l'autre chose que j'ai déjà commencé à pas lentement, mais euh, je vais essayer d'organiser un événement Pancras en Ontario cette année. Euh, j'ai déjà commencé à communiquer avec la régie en Ontario. Ils m'ont donné quelques informations pour commencer la demande. Faudrait que je fournisse des règlements. Et si c'est accepté, je dois attendre 120 jours avant de faire le OK. premier gala. Écoute, tout ce que je peux faire pour t'aider là-dessus, là, tu me tiendras au courant. Là. Certainement, je vais en Parfait. faire la promotion beaucoup sur nos réseaux, là, parce que moi, c'est sûr, je veux participer à ça. Là. J'ai des élèves, je pense que c'est vraiment l'idéal pour préparer des élèves à la scène amateur. Là. Oui, Donc, puis ce qui est vraiment hâte. intéressant aussi, j'ai déjà eu quelques gens qui sont intéressés parce que moi j'avais initialement pensé que ce serait plus populaire chez les adolescents parce que mon expérience jusqu'à maintenant, c'est il y a beaucoup de gars de 18 et plus qui sont moins intéressés par les compétitions sans coup à la tête. Vraiment, comme la majorité de mes gars, ils veulent se lancer dedans tout de suite. Puis faut que je regarde très attentivement quand que je fais mes cours d'MMA et de striking pour s'assurer que les débutants portent leur bandeau sur l'avant-bras puis qu'ils font pas de coup à Ouais. la tête parce qu'ils vont toujours s'essayer parce qu'ils sont Non, tous mais c'est, très ah ouais, il y a le besoin de se prouver pour un jeune garçon de 18 ans, c'est tellement puissant, là. Les femmes savent pas c'est quoi, puis les hommes, avec le temps, on peut l'oublier c'était quoi. Mais il faut se ouais. reconnecter à ça, mais c'est quelque Oui, chose d'extrêmement puissant, puis c'est la raison pour laquelle ces jeunes-là sont prêts à prendre autant de risques qui, pour nous, semblent insensés. Mais on peut se prouver de plein de façons. Moi, je pousse beaucoup vers les compétitions de grappling pour l'expérience, parce que je ouais, sais que c'est ouais, une vraie façon de se aussi. pousser, Ouais. puis le risque de se blesser est beaucoup moins grand. Il n'y a pas l'idée que tu vas comme un peu mal démarrer ta fiche, puis ce qui t'imposerait par la suite toutes sortes de pressions. Bref, puis je pense que idéalement, le prank race, c'est ce qu'on veut aussi, d'une façon qui va être encore plus représentative de la discipline des arts martiaux mixtes. Mais les jeunes doivent se prouver. La compétition, c'est un bon moyen de faire ça. Les accélérateurs martiaux aussi, je te dirais, il y en a beaucoup qui s'inscrivent, qui sont pas des compétiteurs, mais qui le font parce qu'ils veulent un plus gros défi, là, en quelque sorte, un peu comme des gens, monsieur, madame, tout le monde qui font des marathons, là, parce que c'est une grosse demande quand même sur le corps. Là. Donc, je me dis, moi, mon idée, c'est simplement de maximiser la présence des athlètes invités. Mais oui, c'est beaucoup 10 heures en 3 jours. Là, c'est la première fois qu'on le fait en gui. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, je pense que c'est plus difficile en gui généralement sur le corps. Là. Ouais, moi aussi, je Surtout pense. des bons gars en garde. Ils sont tout le temps en train de se pendre après toi. Là. C'est extrêmement fatigant. Mais j'ai des bons concepts ou j'ai des bons cues que je vais explorer en fin de semaine, justement, pour mieux situer ces situations-là. Je pense que le problème, lorsqu'on se fatigue à être sur le dessus, c'est simplement parce qu'on se laisse rondir le dos, tu sais. Fait que juste de créer des structures fortes, de cadrer, Mhm. et ensuite vraiment de venir briser les connexions des jambes avec ses jambes, plutôt que de perdre son temps, c'est de le faire avec les bras. Tu sais, il y a quand même des façons d'approcher le gui, je pense, qui peut être plus éco-énergétique. Ouais, puis Puis, j'imagine que surtout chez les débutants, c'était mon expérience. En tout cas, on est souvent, on est correct à se laisser faire prendre des sleeves puis collar, puis on essaie de passer sans toucher à ça au lieu d'avoir un peu plus de focus sur la bataille qui existe entre main et main. absolument. Mais tu sais quoi? Moi, je crois que en gui, en particulier, lorsque tu es sur le dos en garde ouverte, il y a très peu d'intérêt à agripper les mains du partenaire. Je pense que c'est beaucoup mieux d'aller manipuler les coudes. Parce que Hmm, tu es sur ouais. ton dos, tu peux pas reculer, tu peux pas vraiment briser ces saisies-là. T'es pas capable de générer de force vers l'arrière. Tu sais, puis le gars, il t'agrippe parce qu'il veut se stabiliser, puis il veut créer une structure avec ses coudes, avec ses mains, avec ses épaules. Fait que dès lors que tu fais juste agripper le coude, puis tu commences à le déconnecter, Hmm, ok. il y a une relaxation qui se fait dans les mains, je peux dire. Fait que pour moi, ça, c'est des genres de concepts qu'on va utiliser dans des jeux un peu de rétention de garde, si je peux dire. Tu te forces à aller sur le dos, tu as quelqu'un sur le dessus qui peut pas aller sur les genoux,
qui essaie de te contourner puis qui essaie de venir coller son genou sur ton torse, là, n'importe où, à répétition. Okay? Mais qui peut pas aller sur ses genoux, il se déplace autour de toi. Toi, tu es contraint à rester sur le dos. Puis tes mains ont deux fonctions. Forcer la structure de ton dos au sol et à gripper des coudes. OK. Fait que tu cherches le moment d'agripper les coudes. Souvent, le monde agrippe tes pantalons, agrippe tes jambes. Puis donc, tu peux amener la main de ton partenaire à toi, tu agrippes son coude. Puis là, c'est choi bar ou omoplata ou triangle. Puis tu vas péter la saisie, là, parce que tu vas y tordre le coude comme ça. Mhm. Bref, ça, c'est un truc qui m'amuse beaucoup ces Ah ouais, temps-ci. Puis je pense que c'est une façon. Aussi, ce que j'aime faire, quand je passe la garde de ces gars-là, ou j'essaie d'engager la garde de ces gars-là, je vais beaucoup, moi, de l'avant pour agripper leurs poignets puis les piner à terre. Pour pas qu'ils, justement, viennent s'attacher au. Parce que je pense pas que les saisies aux mains, aux manches, sont tellement utiles quand quelqu'un s'agrippe sur toi puis t'immobilise au sol. Je pense qu'ils sont utiles assis ou quand t'es capable de te déplacer autour, quand tu peux OK. élever quelqu'un. Ouais. Puis dès lors que quelqu'un t'agrippe, il le fait pour se structurer. Tu sais, une main dans le vide, quand t'es en dessous, là, c'est extrêmement dur à Ouais, garder. ouais, Tu sais. c'est sûr. Donc, bref. Puis, fait que je pense, mes mains, rétention de garde, mes mains, attaquer les coudes, briser la structure. Puis, tu vois, facile à dire. Je vais explorer ça avec les gars. Je pourrais t'en reparler davantage quand on se reparle la prochaine fois parce que je sais jamais vraiment à quoi ça va avoir l'air tant que les gars ne sont pas battus. Puis, Mhm. c'est ça. Bon, ouais. C'est ce qu'on va Ouais. voir tantôt. En tout OK. cas, merci encore, Joey. Je te retiens pas plus. On se reparle Oui, bientôt. ouais, merci à toi, Charles.